Les côtes nord et est de l'île de Samos sont parsemées de taches oranges. Ce sont les gilets de sauvetage abandonnés par les réfugiés à leur arrivée sur l'île après une traversée éprouvante de plusieurs heures et en pleine nuit. La priorité des réfugiés, faire un feu pour se réchauffer et se signaler, et regagner le port de Vati où la police leur délivrera le laissez-passer qui leur permettra de continuer leur voyage. Pour leur venir en aide le plus rapidement possible, MSF demande aux habitants de les prévenir dès qu'ils voient arriver les bateaux. Là, je viens de recevoir un appel de volontaires qui m'ont informé qu'il y a une embarcation qui vient d'arriver. Là, je me rends sur place avec du matériel de premier secours, de l'eau et des biscuits. Et une fois que tout ira bien, que les gens pourront se déplacer, eh bien, ils seront transportés jusqu'au port. Le bus, il est avec nous. On amène des gens et ensuite, dans la continuité, on arrive. En général, quand l'infirmier MSF arrive pour offrir les premiers soins aux réfugiés qui viennent d'arriver, Gabi, une volontaire qui habite sur l'île, est déjà présente. Elle a offert des vêtements secs, de l'eau et des biscuits aux familles, des jeux et des gâteaux aux enfants. Elle fait ça depuis l'été, avec un groupe d'une dizaine de personnes qui se sont organisées petit à petit, incapables de rester sans rien faire, alors qu'un millier de personnes arrivaient devant chez eux chaque jour. On essaie simplement d'être là le plus rapidement possible pour aider à amener le bateau à terre, aider les gens à sortir, leur dire bienvenue, marhaba. Ensuite, on fait ce qu'on peut pour les aider. Dans le village, il y a des gens qui passent tous les jours et demandent s'ils peuvent aider. On prépare des sacs avec des couches pour bébés, on collecte des jeux pour les enfants. Donc notre groupe s'agrandit en permanence. Le bus affrété par MSF emmène ensuite les arrivants sur le port de Vati. Ils sont autour de 2000 ici à attendre leurs papiers. La procédure prend 4 ou 5 jours minimum, souvent plus. Les plus chanceux vont à l'hôtel, les autres vivent ici, dorment dans des containers, sous des tentes ou par terre. Ils n'attendent qu'une chose, poursuivre leur voyage. Mon objectif, c'est d'aller aux Pays-Bas. C'est là que j'irai. Mais il y a beaucoup d'étapes avant. C'est un long voyage, mais je vais y arriver. J'ai peur parce que des rumeurs disent qu'on ne pourra pas aller dans le pays de notre choix. Mais j'espère que c'est un mensonge, pas la vérité. En attendant, des groupes de volontaires s'organisent pour distribuer de la nourriture aux réfugiés le matin et le midi. Depuis le début du mois d'août, Yo Castille cuisine chaque jour pour plusieurs centaines de personnes. On a commencé à faire à manger pour 30 personnes. Seulement 30 personnes. On y est allé et le lendemain, on a fait à manger pour 60 personnes. Puis 100 repas, 200, 300 et maintenant 4000. Une fois qu'ils ont reçu le papier blanc qui les autorise à continuer à voyager, les réfugiés prennent le ferry vers Athènes. 9 heures de traversée, le début d'un long voyage. Les bus qui les attendent à leur arrivée les emmèneront vers la frontière avec la Macédoine, Serbie, Croatie. Ils se dépêchent, car ils savent que les frontières européennes se ferment et revenir sur leur pas n'est pas une option. Quand la violence a de nouveau éclaté à Bangui, les habitants ont fui en urgence, sans rien emporter avec eux. Ils ont rejoint le camp de déplacés de l'aéroport de Mpoko ou d'autres sites de regroupement, comme ici à Benzwi. La plupart des camps, vraiment le gros souci, c'est le niveau d'hygiène. Donc il y a entre 3000 et 4000 déplacés dans chaque camp. Et du coup, il n'y a pas forcément assez d'abris pour tout le monde. Donc il y a toujours des gens qui dorment en plein air, tous les besoins primordiaux, on n'est pas encore arrivé à les gérer. C'est difficile pour les gens, il y a de nouveaux arrivés chaque semaine, pas beaucoup en ce moment-là, mais on a peur que si ça continue à augmenter,
que vraiment on sera beaucoup plus débordé que même maintenant. Les équipes MSF ont mis en place des cliniques mobiles pour prendre en charge les besoins médicaux des personnes déplacées. L'eau stagnante attire les moustiques et le paludisme fait partie des priorités médicales, tout comme les infections respiratoires. Mais pour les déplacés, ces mauvaises conditions de vie sont le prix à payer pour être à l'abri des violences qui peuvent éclater à tout moment. L'épidémie d'Ebola est terminée dans le pays, mais certains gestes perdurent. Se laver les mains à l'eau chlorée est le meilleur moyen de garder à distance le virus. C'est un rituel obligatoire pour tous ceux qui entrent dans la clinique MSF qui offre des soins aux survivants d'Ebola. Comment ça va à la maison? Et la famille? Tout va bien. Tu as un souci actuellement? Dès que je prends les médicaments, je ressens une très forte sensation de froid dans la poitrine. Abbas Kanou est l'un des 4000 survivants d'Ebola. La plupart souffrent des mêmes maux, douleurs articulaires, fatigue chronique, troubles de la vue ou de l'audition, mais aussi dépression, stress post-traumatique. Pourtant, l'accès aux soins leur est devenu difficile. La peur qui entoure les survivants ne s'est pas estompée. Après la maladie, je suis retourné dans ma maison. Et je suis resté chez moi pendant 3 mois, incapable de faire quoi que ce soit. J'étais incapable de marcher, de travailler, jusqu'à ce que MSF vienne et me propose des traitements. Voisine de la Sierra Leone, la Guinée n'a pas enregistré de nouveaux cas depuis la première semaine de novembre. Alors que l'épidémie semble enfin approcher de son terme, Abbas et les milliers d'autres survivants ont toujours besoin de soins. À la fin des années 90, les personnes séropositives des pays en développement entrent dans la course. Elles rejoignent enfin le flou de ceux qui peuvent vivre avec le virus. En 15 ans, le prix de la première ligne de traitement contre le sida a été divisé par 100 et le nombre de personnes ayant accès à ce fameux traitement a été multiplié par 50. Le rythme des nouvelles infections et des décès a diminué grâce au progrès de la science et à l'évolution de la prise en charge médicale. Ainsi, il y a 15 ans, seules les personnes déjà malades du sida et donc déjà très affaiblies par le virus étaient mises sous traitement. Depuis septembre dernier, l'OMS recommande que toute personne infectée, quel que soit le stade de l'infection, reçoive les médicaments. En faisant cela, on améliore ses chances de survie et on diminue les risques qu'elle contamine d'autres personnes. Dans ce contexte, certains vont jusqu'à évoquer la fin prochaine de l'épidémie de VIH. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Quand bien même les 35 millions de personnes séropositives auraient accès au traitement, ce qui, de toute façon, n'est pas le cas pour 20 millions d'entre elles. Car démarrer le traitement n'est que le début. Prenons l'exemple d'une personne qui vit au Kenya, dans le district de Ndiwa, sur les rives du lac Victoria. Ici, le taux de prévalence du VIH est parmi les plus élevés au monde. 1/4 de la population est séropositive. Et chaque année, 2 nouveaux adultes sur 100 sont infectés. Cet habitant de Ndiwa, qui a pu se faire diagnostiquer et se voit offrir un traitement, ne devra jamais relâcher sa vigilance et le système doit l'y aider. Grâce à un traitement efficace, la quantité de virus présent dans son sang est devenue indétectable, si faible que les tests ne permettent pas de la mesurer. Mais s'il ne bénéficie pas du soutien de conseillers pour l'aider à continuer son traitement et que son attention et celle des soignants se relâchent, les conséquences seront catastrophiques. Non seulement l'infection va de nouveau se propager, mais cette fois, elle sera devenue résistante au traitement. Sans un suivi médical bien fait, par exemple sans mesure régulière de la quantité de virus dans le sang, les médecins ne s'en apercevront pas et ne pourront pas adapter leur stratégie. Et quand bien même ils le feraient, un nouvel obstacle surgit. Les traitements de 2e et 3e ligne sont plus chers et parfois tout simplement pas disponibles.
Notre patient, qui était indétectable et donc en bonne santé, est redevenu malade. Il risque de nouveau de transmettre son infection et de mourir. Anne Diwa, MSF a donc décidé d'intervenir sur tous les aspects de la maladie, du diagnostic au suivi de la prise en charge, pour s'assurer que personne n'est laissé de côté. Simplifier les traitements, proposer un soutien individuel régulier, adapter la prise en charge au quotidien des personnes séropositives, c'est le seul moyen pour que les malades puissent continuer leur course contre la maladie. I've just come back from almost a year of working with the Syrian population, whether it's the displaced population in Turkey or more precisely, most of our work is concentrated within the confines of Syria itself. And what I can say is that since I've arrived, the situation unfortunately has just deteriorated for the worse. The bombing is just indiscriminate and ongoing towards the civilian infrastructures. Unfortunately, what we're seeing as well is that the medical structures are also caught in the lines of crossfire. We have medical structures that we have been supporting for many years that have been bombed now almost a dozen times over the last year. It's just incredible. People, unfortunately, cannot flee anymore. The borders are closed. People that had fled initially within the confines of the borders in Turkey, in Lebanon, or in Jordan, now feel that there is no possibility for them to return to Syria anytime soon. And this has provoked, over the last 2 years, and especially over the last summer, this mass migration of population towards Europe. And the ones, unfortunately, that are still within the country are the most vulnerable. They're the ones that don't have the money, that were not able to flee to Turkey or Jordan or Lebanon.